faire le portrait d'un homme politique, celui de Philippe Séguin. Voici pour la commande et le plaisir. Car le filmeur, moi, ne saurait cacher la sympathie qu'il éprouve pour le filmer, lui. Un portrait donc, parmi tant d'autres possibles. Philippe Séguin, ce jour-là, entre à l'Élysée pour une courte visite. Sera-t-il un jour le locataire de ces lieux ? Ceci est une autre histoire. Une de ces histoires que l'on se chuchote à la veillée dans les salles de rédaction ou les coulisses du monde politique. Chuchotement de crainte ou d'espérance. En attendant, bien sûr, chut, silence radio. Ces images-là, éparses, mais ici assemblées, on les voit le mercredi sur France 3 ou JT le soir. Théâtre et fièvre démocratique. Poursuivez, M. Barthelone. Merci, Monsieur le Président. Un colosse en haut d'un perchoir. Je vous en prie, M. Drey, vous n'avez pas la parole. Poursuivez, M. Barthelone. Par contre, compte tenu Madame, de s'il la... vous plaît. J'ai fini, je finis. Non, vous n'avez pas terminé la preuve. Et si le groupe si. socialiste est privé de télévision, Non, mais... je lui dirais de s'adresser à vous. Hein. Monsieur le ministre, simplement. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Bon, poursuivez, nous n'avons rien entendu. Poursuivez. L'Assemblée n'a pas adopté. Il suffira d'aller voir les 10 commandements. Vous aurez ainsi un peu de culture cinématographique, un peu de culture biblique. Monsieur Zeller, vous n'avez pas la parole. Je ne vous l'ai pas donnée. Continuez, Monsieur Drey. Lorsqu'il y a beaucoup de monde en séance, lorsqu'il y a une grande déclaration de gouvernement, une motion de censure, etc., qu'il y a 500, 550 députés en séance, et que les députés de la majorité se lèvent, bon, ben, ça donne une impression d'écrasement de l'opposition. Vous avez manifesté, c'est noté, cela suffit. Poursuivez, M. Fabius. On est par définition élu par la majorité comme président de l'Assemblée, mais dès qu'on est élu, on n'est pas le président de la majorité, on est le président de l'Assemblée. Je vous en prie, mes chers collègues. 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 Prochaine fois, vous veillerez à désigner au bureau de l'Assemblée nationale des secrétaires qui soient présents et qui puissent m'assister. Voilà. Attendez une seconde que le calme soit revenu, nous reprendrons. La parole est à monsieur Jean-Pierre Fouché. Vous avez la parole, monsieur le président. Il y a quand même un minimum de règles à respecter. Vous avez la parole, monsieur Fouché. Monsieur Boulot, c'est pas une raison pour vous y mettre vous aussi. Mais monsieur le ministre, je vous en prie, et pas de gestes de ce genre. Je confirme enfin. La séance est suspendue. Et c'est comme ça, maintenant, 9 mois par an. L'année dernière, 960 heures de séance, 804 questions au gouvernement, 109 lois votées. Ce rôle de président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin l'assume depuis 1993. Voilà. On va les exclure, mais la rédaction qui avait été obtenue n'était Quand vous travaillez seul, c'est quoi ? Le jeu est d'une extrême simplicité. Un enfant comprendrait. Il y a des mètres cubes de papier qui arrivent sur le bureau et il faut faire en sorte qu'ils en repartent. C'est très simple. Hein. Il y a des gens qui s'obstinent à apporter du papier, alors sur lesquels il faut griffonner 2-3 mots après les avoir lus, pour donner une instruction, pour dire une réaction, pour dire qu'on a simplement pris connaissance. Et puis on renvoie au fur et à mesure. Je les répartis sur la table, au fur et à mesure que c'est traité, je les remets ici. Et alors, ce qui casse le moral, c'est quand on les enlève par petits bouts, parce qu'on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Ce que j'aime, c'est quand ça s'accumule. Non, écoutez,
le clique immédiatement, je veux la voir dans la seconde. Regardez ça par exemple, 3. Là je l'ai corrigé, ça. Le passage résolu et définitif, c'est l'épanouissement. Pour réellement aider l'intercommunalité de projet, de telle sorte qu'il y ait effectivement justice. Vous l'avez là? Entre les problèmes. C'est pas moi qui vous dis. Mais oui, c'est pas vous, mais le résultat, il est là. Vous savez ce que je leur ai dit, à moins de 40 amendements, on continue. Donc vous allez leur dire que ce sont des instructions, hein. C'est pas de la... C'est pas des suggestions, ce sont des instructions. C'est comme ça que c'est pas autrement. Il n'y aura pas de conférence des présidents, parce que je ne laisse pas de traquer de cette façon. Il n'y aura pas de conférence des présidents. Demain soir, ça se terminera à 21h30. J'ai donné des ordres. Et c'est l'administration qui terminera à 21h30, parce que bon, c'est comme ça et c'est pas autrement. Il faut le notifier au président de séance. Si le président de séance n'est pas d'accord, il faut changer le président de séance. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça, et ça n'est pas autrement. Un point, c'est tout. Hein, si ça peut faire un ordre du jour, c'est pas de ma faute. L'Assemblée a ses règles, elle les appliquera. Colérique, il m'arrive d'avoir un caractère entier, mais enfin, ça ne dure jamais longtemps, par définition. Elles sont connues, vos colères. Hein. Oui, il est vrai qu'il m'arrive de piquer une colère sur quelque chose qui n'a pas été fait alors qu'il aurait dû l'être. Qu'est-ce qui vous énerve systématiquement? Bêtise. C'est vous dire. S'il y a des occasions. La conférence, il n'en est pas question, c'est fini. Hein. C'était moi, maintenant, je n'ai plus le temps. Allez hop, terminé. Vous n'êtes pas poli. Pardon? Vous n'êtes pas toujours poli. Vous dites les choses comme elles viennent, souvent. Oui, c'est vrai, oui. Il peut m'arriver de dire les choses sans détour, oui. Et j'ai mon autonomie et je dessine en toute autonomie. Je n'ai pas de vocation de collaborateur. Ouais. Mais ça veut dire aussi que personne ne vous épate, ou c'est plus compliqué que ça? Non, c'est plus compliqué que ça. C'est que je trouve que la politique est, comment dirais-je, une activité déjà assez frustrante, assez difficile, pour qu'en plus, on ne lui sacrifie pas ses idées, ses principes. Le problème, c'est que, mais ça c'est vrai dans toute chose, c'est que lorsqu'on a pris une décision et qu'on l'a notifiée, tout devrait être terminé, et en vérité tout commence. Ensuite se battre pour que ce qu'on a dit soit fait. Immuable rituel républicain. Chaque mercredi à 15h, le président de l'Assemblée nationale, Philippe Séguin, résonne tambour, sonne trompette, entre en séance. Il se trouve que je suis président de l'Assemblée nationale. Je trouve que mon devoir est de faire en sorte que cette Assemblée, lorsque je la quitterai, n'ait pas vu son statut, son rôle, ce qui lui reste de rôle mis en cause. Donc je suis très exigeant, je suis même très exigeant du point de vue protocolaire. Alors que je crois très sincèrement être quelqu'un de très simple, qui n'aime pas beaucoup le décorum, mais je m'y plie et je souhaite que les autres s'y plient. C'est l'Assemblée nationale, je ne suis pas le président de la majorité. Quand le président de l'Assemblée nationale reçoit dans les salons dorés de l'hôtel de l'Essai, la meilleure cave de Paris, on s'y presse. On y guette la petite phrase, la confidence, on y frémit, on y vibre, on se sent dans le coup. Monsieur le Président, Ça va, Georges? ça va. On se presse autour de lui, non seulement parce que dans la hiérarchie républicaine, il est le 4e personnage de l'État, mais aussi parce qu'il est un homme d'influence. Une personnalité atypique et, on vous l'assure, d'avenir. Bonjour, comment vas-tu, monsieur le ministre? Ça va bien? Il est marié, il est père de 4 enfants, mais de cela, dans ce portrait, on ne parlera pas.
Philippe Séguin ne mélange pas les genres, cela se respecte. Quelle a été votre plus grande joie en politique ? Oh, il y a de moments forts dont je me souviens. C'est ma première élection comme député, parce que là, vraiment, on change d'État. Et puis ensuite, c'était plus de l'émotion que de la joie, d'ailleurs. C'était mon élection à la présidence de l'Assemblée. Ah oui, 93. Oui, parce que là, je me mettais tout de même à flirter avec l'histoire. Ça dure combien de temps, ce genre de griserie, comme ça ? Vous vous souvenez ? Ça dure le temps du discours de remerciement, puis c'est fini. Et là, on se dit, il y a quelque chose de plus fort que moi qui me prend par les épaules. Enfin, je suis un personnage qui entre dans ma peau. Oui. Ouais. Oui. Et puis après, il y a le quotidien qui reprend le dessus. Vite. Très vite. Très, très vite. Et quand il y a une joie comme ça, est-ce qu'elle engendre tout de suite une sorte de mélancolie de la chose qui est déjà passée, donc elle ne sera pas devant ? Certes. J'ai toujours eu horreur des distributions de prix. Hein. Ce qui est intéressant, c'est la conquête. Ouais, parce que ça n'en tirez pas Non. de conséquences dans d'autres domaines. Enfin, c'est bien que jamais. Monsieur Philippe Séguin, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, je le proclame président de l'Assemblée nationale et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel. J'aurais enfin, moi aussi, m'autorisant de l'exemple de notre doyen, une pensée pour un jeune homme de 23 ans, mon père, qui, à l'appel précisément du général de Gaulle, tomba à l'entrée d'un petit village du Doubs un jour de septembre 1944 pour contribuer à la libération de la France. À travers lui, à travers ces grands exemples, je veux penser, nous devons penser à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont fait du service de la nation leur principale ambition. Puissions-nous, mes chers collègues, rester fidèles à leur mémoire et à leur exemple. Quelques mois plus tard, un de ses premiers gestes en tant que président de l'Assemblée sera d'inaugurer en famille un monument en l'honneur de son père et de ses camarades morts au combat. Plus encore que le lieu où il est enterré, c'est le lieu où il est tombé qui est plus important. Donc là-bas, vous vous retrouvez par la France. Oui, sûrement, oui. Parce que lui aussi, hein, il devait l'aimer, cette France-là. Hein. Ah ça oui, il l'aimait. Oui. Il l'aimait, alors du coup, je dois l'aimer pour deux. Robert Séguin, le père, est mort à 23 ans. Son fils Philippe n'avait pas 18 mois. Dans un avion, ce jour-là, Philippe Séguin se souvient. Il est fidèle, dit-il, à l'enfant qu'il a été. Enfant en Tunisie, souvenir de Méditerranée, souvenir de plage et de mer, souvenir de ses copains d'école, souvenir d'enfance, blessé. Souvenir aussi d'une médaille en l'honneur de son père qu'il a reçue quand il avait 5 ans et demi sur la grande place ensoleillée de la cathédrale à Tunis. Le premier titre que j'ai eu, c'est pupille de la nation. Et ça veut dire quelque chose, monsieur. Le père ayant disparu pour cette nation, je suis à la fois dans cette nation et on m'a même expliqué à un moment que j'avais des droits sur elle. On lui accorde surtout le droit de bien travailler. Il le fera, il s'applique, chasse au prix. Il veut lire dans les yeux de sa mère ce sentiment rare, la fierté. On ne cesse jamais d'être orphelin. Ça. On a beau être président de l'Assemblée nationale, on a beau être ce que vous êtes. Hein? Jamais d'être orphelin. Parlez de tout. Jamais d'être orphelin, parce que ça vous marque. Ça vous marque et ça explique votre histoire.
À quel moment vous vous êtes senti devenir patriote? À quel moment vous vous êtes dit j'adore ce pays? D'accord. Je sais pas, si je dois le dater, c'est à voir les coups qu'il prenait. Et que je prenais avec lui et que je n'arrivais pas à supporter. J'imagine que ça doit être Dien Bien Phu, le grand choc. Le grand choc. Dien Bien Phu, j'ai pleuré. Je m'en souviens fort bien. C'était l'indication de ce qu'on m'avait enseigné, quoi. Que la France, c'était bien. Et puis en plus, j'avais un doute sur l'opportunité de ce qu'on faisait là-bas, déjà, quand même. Alors pas trop savoir ce qu'on y faisait, si ça servait à quelque chose, et en plus perdre de façon aussi humiliante, c'était vraiment très 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 bien. Philippe Séguin se souvient aussi de cette ville, Tunis la Blanche, sa ville natale, Tunis, qu'il a aimée passionnément. Tunis où le petit Philippe Séguin, un vrai Français de France, comme on disait alors, côtoyait dans les rues des petits Arabes, des petits Juifs, des petits Maltais, des petits Siciliens. Une ville de tous les brassages, de tous les mélanges, dont il garde encore aujourd'hui la nostalgie. C'était une société très bizarre, très compartimentée et extraordinairement conviviale. Ouais, c'est ça. Très compartimentée et extraordinairement conviviale. Le Sicilien, le Maltais, l'Arabe ou le Juif étaient mes égaux. C'est ça qui explique peut-être le refus de la tentation d'extrême droite. Et même le rejet de tout ce qu'est l'extrême droite. Ce paradis tunisien, il faudra le quitter, comme il faudra bientôt, pour d'autres, quitter l'Algérie. Philippe Séguin fait partie de ces gens que l'on n'appelle pas encore les pieds noirs. En route pour un pays qu'ils ne connaissent pas, le leur, la France. Il faut avoir connu l'expérience qui consiste à tout laisser un beau matin, quelque part, pour recommencer à zéro ailleurs. De l'autre côté de la Méditerranée, Voilà. Oui, tout perdre, mais surtout laisser là-bas des rêves et la magie, la douceur d'une enfance au soleil. Ça m'a marqué. Mais l'exil donne un sentiment d'être dans le provisoire, non? C'est ça. Et ça correspond en outre à une certaine conception de la République. On ne s'installe pas dans les meubles de la République. On est vraiment... Vous êtes locataire de passage à l'hôtel de la C. Et encore, locataire précaire. De passage. Précaire. Précaire. Prêt à partir à tout moment. Ce sera d'abord, quelque temps après son arrivée en France, Draguignan, où il intègre l'école normale pour y devenir instituteur, comme sa mère, puis il suit les cours de la fac d'Aix-en-Provence. Sociologiquement, culturellement, il est comme naturellement orienté à gauche. Dans les grandes références littéraires, vous vous sentez plutôt Petit Chose ou Rastignac? Oh, sûrement Petit Chose, ouais. Petit Chose. Certains prétendent que j'y joue trop, d'ailleurs. Enfin, spontanément, oui, c'est plutôt le Petit Chose que Rastignac. Petit Chose en entrant à l'école normale, Petit Chose à la fac, et puis Petit Chose surtout en entrant à l'ENA. Ouais. Les gens étaient très différents de vous? C'est-à-dire que je me souviens, avant de passer mon premier oral à l'ENA, c'est-à-dire de retrouver un jury qui était composé de gens qui visiblement connaissaient la plupart de ceux qu'ils avaient interrogés et vice-versa. J'étais allé dans les couloirs de Sciences Po Paris, qui pour moi était le saint des saints. Alors c'était, je sais pas, c'était peut-être un réflexe de classe. En tout cas, j'étais allé y chercher de l'énergie. Quelle énergie? L'énergie pour me dire que j'étais pas forcément plus bas qu'eux, quoi. Mais j'avais probablement besoin de les voir des visus, là, pour m'en persuader. J'ai des rêves comme ça, je me dis que je n'ai pas pu réussir à l'ENA, c'est pas possible. Et quelqu'un va aller dans les archives, va voir que mes notes n'étaient pas les bonnes, qu'on s'est trompé avec le type d'à côté. Philippe Séguin sortira brillamment de l'ENA. Petit Chose, certes, mais avec des ambitions de Rastignac.
À l'ENA, il croise les futurs mandarins de la République, les membres d'un club assez fermé mais au bras long, qui constitue ce que Jean-Pierre Chevènement nomme l'énarchie. C'est toutes les semaines en fin de semaine, depuis combien d'années, Épinal? 18 ans. Ah oui. La première fois que vous avez été élu là? Je fête mes 18 ans dans 3 ou 4 jours. Ah oui. 1978. Un grand bout de vie quand même, hein, Épinal. 18 ans. Eh oui. Allez. Consciencieusement, laborieusement, Philippe Séguin sillonne villes et villages de sa circonscription. De foires en exposition, d'inauguration en compétition sportive, il prend très à cœur son métier d'élu local. Et franchement, malgré la fatigue, il aime ça. Monsieur Séguin, respectueusement appelé ici, vénérable haut protecteur de notre confrérie des têtes de veau de Rambervillers. Monsieur le Président, tête de veau, Rambervillers. Elle est lourde. Elle est belle. Michel. Un petit vin d'honneur sympathique qui est offert par la Société des Fêtes. Il n'est pas offert par la ville, en l'honneur du président. Et vous avancez. Je vous permets de partager. En principe. Puis alors 5 minutes après, il nous sort que s'il était réélu, il s'engage à le continuer. Allez, on va prendre un peu de bruit. Alors qu'est-ce qu'on a fait du service militaire? Ah là là. Vous en pensez, vous les uns les autres? Ce mois mardi, je commence ma commission générale, là, pour savoir... Parce qu'effectivement, il y a le gros problème. C'est que sinon, il n'y a plus de lien. Et en revanche, quand il y avait un lien, les catastrophes ont été évitées. Bon, on va peut-être y aller. Bon. Il faudrait quand même aller à la maison du peuple. Je n'ai pas été élu dans une circonscription facile qu'on m'a octroyée. Et quand vous vous présentez à Épinal, vous vouliez d'abord aller dans le Var, si j'ai bien compris. Oui. Hein, ils sont pas très sympas avec vous. Passez quoi et tout ça? Ils disent aucun dynamisme, aucun sens du contact populaire. Oui, tout à fait. Ouais. Comment ça se fait qu'ils aient ce jugement un peu rude? Tout le monde peut se tromper. Cette circonscription austère, il a fallu la conquérir de haute lutte. Allez, c'est parti. Du côté du chômage, bilan négatif. J'avais rencontré Philippe Séguin en 1986. Il était alors député de l'opposition en pleine campagne, à l'assaut de la gauche. Côté agricole, situation difficile, à la limite d'ailleurs de l'explosion. Vous savez, c'est pas toujours facile de partir en milieu ou en fin de semaine, toutes les semaines, depuis 18 ans, dans une circonscription, dans une ville, d'aller y travailler, de ne pas avoir de week-end, de ne pas avoir de relations mondaines, de ne pas avoir de vie mondaine, de ne pas avoir de loisirs, etc. Mais pour autant, ça a un avantage, c'est que ça vous donne les moyens de l'indépendance. Vous savez le nombre de trucs que vous avez construits, le nombre de genres de piscines? Le nombre de plaques, peut-être que je peux en plaques, oui. Combien de plaques? Il doit y en avoir une trentaine. Trentaine de plaques.
Avant tout, je vais déjà remercier la présence de Monsieur Philippe Séguin. Lance SOS, LOCKS, lance SOS, libère ton esprit, petit à petit, libère ton esprit, petit à petit, tu libères ton esprit, petit à petit, tu libères ton esprit. Ayant été envoyé par acquis de conscience dans une circonscription perdue d'avance, personne n'avait eu le sentiment de m'avoir fait un cadeau. Donc là, vous dites, et je n'ai pas eu le sentiment d'en avoir reçu. Là, vous avez dit, puisqu'on m'en fait pas, je serai dans une attitude de liberté profonde par rapport à tout ça. Rien ne m'a été donné, c'est ça? Oui, effectivement. Enfin, je serais député dans un arrondissement de Paris, très proche de la place de la Concorde. Je serais vraisemblablement dans une situation différente. Henri-Paul Leclerc, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Voilà, avec tous mes compliments, monsieur Leclerc. Tous mes compliments, vraiment. Les nouvelles, vous les suivez à la radio ou à la télévision? Comment? Les nouvelles, vous les suivez à la radio ou à la télévision? À la télévision. Mais quand elle est arrivée à la cave pour allumer son cierge, elle avait pris son parapluie. C'est une histoire véridique. Il va falloir qu'on y aille. Comme chose terrible de la guerre, au bombardement, je ne sais pas lequel, toujours à l'autre guerre, là, en 14. Ça, c'est dur. On va peut-être vous laisser, monsieur Leclerc, maintenant. Il y avait Madame Parmentier qui était là. Sa fille et sa petite fille. Oui. Allez, on va vous laisser, monsieur Leclerc. Très heureux que vous soyez venu vous incliner. Ça nous fait toujours un grand honneur de voir que notre général, on lui rend toujours hommage. Qu'est-ce qui vous a fait devenir gaulliste? Vous l'avez toujours été ou... J'ai toujours eu de l'admiration pour lui, c'est-à-dire que, bon, d'abord j'ai vécu une période où être orienté à gauche et être gaulliste n'était pas contradictoire. Il y a eu en fait deux périodes au cours desquelles ça n'était pas contradictoire. Il y a eu la période de la guerre, par définition, je n'ai pas vécu en tant qu'adulte, et puis les premières années de la Ve République. Il faut quand même le souvenir. Et ces filles faisaient voter oui au référendum de 58. S'agissant d'Algérie, je me dis qu'après tout, la gauche a beaucoup parlé de la paix en Algérie, mais enfin que c'est le général de Gaulle qui l'a faite. Voter le projet, c'est vouloir que la France puisse gagner en Algérie, pour l'Algérie, avec l'Algérie, la cause de la paix. J'ai été triste aux larmes lorsque le général de Gaulle a été battu, le 27 avril 69. Triste aux larmes? Oui, aux larmes. Parce qu'au-delà du départ, au-delà de la défaite politique, au-delà du départ du général, il y avait aussi le sentiment de participer à son corps défendant à une terrible ingratitude collective. Quand on demande à Philippe Séguin ce qu'il fait au RPR, il se contente de répondre, comme Chaban-Delmas, que c'est encore là qu'on trouve le plus de gaullistes. Et il laboure les fédérations.
Il est de tous les meetings, de toutes les campagnes, des cantonales aux législatives. Partout, il fait entendre sa voix et souvent sa différence. Nous ne devons pas ménager notre soutien au président de la République. En aucune circonstance. Son succès alors, mes chers compagnons, sera le nôtre et surtout, il sera celui de la France. Depuis toujours, c'est la voie gaulienne chez Philippe, ça c'est vrai. C'est le seul chez nous sur lequel repose, en quelque sorte, sur ses épaules la véritable tradition. Non pas simplement du discours, mais de la pensée. La cohérence, c'est une conception du mouvement politique auquel j'appartiens, qui n'a jamais varié, qui m'apparaît conforme, comment dirais-je, à la volonté de son inspirateur, c'est-à-dire un mouvement qui est un rassemblement au-delà de clivages idéologiques qui, pour une part, au moins, sont assez largement dépassés. C'est la volonté d'être au-delà de la droite et de la gauche. Et moi, et la position alors tactique au nom de ces principes, c'est donner de temps en temps des coups de boutoir de manière à ce que l'infidélité à ces principes ne soit pas trop forte et n'aille pas au-delà de l'insupportable. Motion au pluriel, courant A. Courant B, le RPR a des états d'âme. Les empêcheurs de tourner en rond, les voici. Barnier, Carignon, Noir, Séguin, on les appelle des rénovateurs tout sourire à leur arrivée. Nombre de nos idées se sont imposées, mais nous ne sommes que les spectateurs passifs de leur succès. Alors si nous ne voulons pas rester plus longtemps au bord du chemin, le temps est venu de comprendre que les règles du jeu ont changé. Cet appel à la rénovation du RPR que lance Séguin l'insoumis ne suscite pas que des sympathies et Jacques Chirac contre-attaque. Le nouveau coup de boutoir de Séguin arrive un an plus tard. C'est l'alliance avec Pasqua que certains qualifient de contre-nature. D'autres même parlent de putsch. Nous ne sommes pas en train de conduire un putsch, parce que, comme le disait hier M. Jacques Chirac, très justement, si ça avait été un putsch, ça aurait été conduit autrement. Mais ça, je sais faire. Hein? Et Charles Pasqua rappelait qu'il sait faire. Je sais peut-être même mieux le faire que Chirac. L'histoire du mouvement gaulliste, elle est l'histoire d'une résistance permanente qu'il faut organiser à la tentation de la droitisation classique. Comme si c'était quoi, la tentation permanente d'être à droite? Absolument, oui. Ouais. D'où ça vient, ça? Ça vient, j'imagine, des pesanteurs sociologiques. Ça vient de la rupture de la gauche avec le gaullisme. Donc, il reste théoriquement les principes, mais avec une population politique qui a de plus en plus tendance à se tourner sociologiquement vers la droite. Donc vous ne reconnaissez pas vos gaullistes quand ils sont comme ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Quoi, pas du tout? C'est-à-dire quand vous allez dans Ça n'a rien à voir avec le gaullisme. Tiens, je te fais passer 5 minutes dans mon bureau, là, puis on va descendre après. Il y a une fête de rentrée tout le monde, là. Tu as vu le préfet, oui, il est venu t'accueillir, je pense. Le voici reçu à Bordeaux par Alain Juppé pour une demi-finale de Coupe d'Europe. Que n'a-t-on pas dit sur la rivalité entre ces deux hommes? Et puis enfin, et surtout ce soir, bien entendu, nous sommes heureux d'accueillir, j'allais dire, l'amateur, disons plutôt l'amoureux de football. Et pour marquer ton passage, la médaille de la ville de Bordeaux, ville d'art, avec notamment la façade de notre grand théâtre. Merci. Et puis un livre sur Bordeaux et ses peintres. Merci beaucoup, Alain. Merci. Bien, monsieur le maire, monsieur le Premier ministre, cher Alain, monsieur le président du conseil régional, monsieur le préfet de région, mesdames, messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Bordeaux, mesdames, messieurs, je voudrais te remercier, monsieur le maire, pour ton invitation. Quelques minutes après, il n'y a plus personne, la caméra est devant les deux barons gaullistes. Ils ne se disent rien. Ah ah, pense le filmeur, ça ne va pas du tout entre eux.
Faut y aller 3 minutes. Ah, on attend les cafés, oui. Ils sont là, les cafés? Non, ouais, les cafés. Les commentaires in petto vont bon train dans la tête de l'observateur qui tente de se faire invisible. On dit rien, le silence est assourdissant. On dit quelque chose qui paraît insignifiant à prime abord. Oh, il l'a critiqué. Il n'a pas dit ça, mais t'en pensais pas moins. Il l'a dit, c'est horrible, enfin, vraiment. Alors du coup, on est gêné, quoi. Tu connais le chat de l'Escure, hein? Pratique des montages et vision subjective. Premier commentaire. Voilà deux hommes qui ont l'air de bien s'entendre, fraternellement unis dans la chaleur virile du stade Lescure à Bordeaux. Voilà. Deuxième commentaire. Ces deux hommes, certes, regardent le même match, mais pas dans la même direction. Moi, j'ai l'impression d'avoir jamais changé d'idée. D'ailleurs, des fois, mon immobilisme idéologique m'inquiète. Moi, j'ai l'impression de ne pas avoir varié d'un centimètre sur l'essentiel, bien sûr, depuis 30 ans. Expliquez-moi ça. Depuis 30 ans, je pense à peu près la même chose. Je crois avoir, grosso modo, le même appétit de justice sociale, la même approche prudente du système libéral, la même volonté de progrès en termes de mœurs, mais dans l'ordre. Je crois pas avoir changé, mais j'ai parfois l'impression que les autres autour de moi ont beaucoup changé. Ils se sont laissés un peu aller. Mais à quoi? Au libéralisme forcené? Eh oui. Et je me demande même parfois s'ils n'ont pas un peu convertis. Et pervertis. Et ils auraient perdu leur âme au passage, quoi. Ben oui. D'ailleurs, il n'y a rien qu'un gouvernement dit de droite aime autant qu'un patron dit de gauche. Quoi, pour faire des mauvais coups, quoi, des coups tordus? Voilà. Oui. Quand on cherche un patron pour une entreprise nationale, vous savez, j'imagine la petite annonce qu'on doit mettre. Hein. Recherche bon gestionnaire, socialiste si possible. C'est-à-dire avec juste ce qu'il faut d'état d'âme pour parler au syndicat, voilà. De cynisme pour faire tourner les... Exactement. C'est ça que vous voulez dire? Bon, il faut une réputation pour ne pas faire peur aux syndicats. Et en même temps cynique. Parce que finalement, on leur parlera, mais on arrivera exactement au résultat auquel on avait pensé arriver. Ouais. Mais la gauche vous a paru cynique? Ou parce qu'oublieuse? Parce qu'amnésique? Ah oui. 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 Voilà. Voilà, jeter le bébé avec l'eau du bain, quand même. Le bébé de l'idéologie avec l'eau du bain de quoi? Des Du idées. libéralisme? Des idées. Ce que j'essaye de dire d'ailleurs, je vous prends un témoin, Anne Sinclair, depuis une bonne dizaine d'années, c'est que la crise n'existe pas et qu'en conséquence, il est absolument inutile d'attendre la sortie de la crise. Le mot crise est absurde. Ou alors il faut le prendre dans son acception, ancienne, je veux dire par là, une mutation. Mais par crise, ce qu'on entend généralement, c'est que c'est un mauvais moment à passer. C'est plus qu'un mauvais moment, c'est un autre alors moment c'est un mauvais moment. Et alors pourquoi y a-t-il un mauvais moment Alors comme on ne peut pas donner les vraies raisons, parce que si on donne les vraies raisons, on démontrera que c'est pas une crise, mais que c'est une nouvelle situation du monde, alors on invente des trucs, parce que les gens sont trop payés, c'est parce qu'ils travaillent pas assez, c'est parce qu'ils sont pas assez formés, c'est parce qu'ils ont trop de droits sociaux, c'est parce qu'ils ont trop de ceci, trop de cela. Il ne faut donc pas hésiter aujourd'hui à poser cette question taboue. Que peut le marché contre le chômage ? Ce n'est pas la croissance à elle seule qui réglera le problème du chômage.
Si on laisse faire l'économie seule, elle produira de moins en moins d'emplois. Pour sortir de l'impasse dans laquelle on se trouve, il faut de la lucidité, du courage. La lucidité, c'est de dire le plein emploi comme jadis, qui va arriver avec la croissance de retour, c'est fini. Ça, c'est pas ça. Ayons le courage d'imaginer autre chose. Allez-y, dites que c'est une autre société. Ce n'est pas une autre politique, c'est une autre société qu'il faut comprendre, qu'il faut anticiper, qu'il faut construire. J'ai des convictions, c'est pour ça que je fais de la politique. Tant que ces convictions ne sont pas, comment dirais-je, prises en compte totalement, complètement, ben je les rappelle, je les martèle. Je crois que c'est mon métier. Victoire de la droite aux législatives. Philippe Séguin est alors nommé ministre des Affaires sociales et de l'Emploi. Il va rencontrer face à face celui qui incarne la gauche, François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a fait l'histoire, qui a vécu l'histoire, qui a été l'histoire. Moi, j'ai toujours été passionné par mes entretiens avec lui. Toujours été passionné, intéressé par ce qu'il disait. Je posais souvent des questions et parfois il se laissait faire, il répondait volontiers. Mais moi, sinon, enfin, on a toujours eu d'excellents rapports. Même au moment où ça aurait pu être le plus tendu, c'est-à-dire le jour où il m'a annoncé qu'il ne signerait pas, parce qu'il a bien voulu m'annoncer personnellement, il ne signerait pas l'ordonnance où j'avais mis des mois à rédiger, etc. Vous étiez ministre des Affaires sociales ? Oui, quand j'étais ministre des Affaires sociales, l'ordonnance sur le temps de travail. Il m'a annoncé qu'il ne la signerait pas. Bon, on a plaisanté. Ça a plutôt bien passé. Et alors un jour, vous faites un débat contre lui. Vous choisissez lui comme adversaire ? Comment ça se passe ? Oui. Il dit « je veux parler avec Séguin ». Oui, c'est-à-dire qu'on lui propose des noms et il dit « c'est celui-là que je veux ». Il fait son casting. Alors on m'a demandé si j'acceptais, quand même. Oui, quand même. Et j'ai accepté. Oui, bah oui, tout le monde s'en souvient. Et comment vos amis disent que vous avez été presque trop poli avec Mitterrand ce soir-là ? Ben, j'ai aucun regret. Je n'ai rien à vous répondre là-dessus. Et pourtant, il se trouve, Monsieur le Président de la République, qu'il y a beaucoup de Français qui sont acquis à l'idée européenne et qui ne peuvent accepter ce traité de Maastricht. Je pense que c'est votre cas. C'est probablement mon cas, oui. Non, probablement seulement. Plus que probablement. Oui, quelquefois je me pose la question. Mais je me réserve, Monsieur le Président de la République, jusqu'à la fin de notre discussion. Oui. Il serait été irrévérencieux vis-à-vis de vous de conclure trop tôt. J'ai pu prendre conscience, et de manière très concrète, de ce que les bruits que j'avais pu entendre sur son état de santé étaient tout à fait, reposés sur une réalité. Ça vous a troublé, ça, pendant le débat ? Ça m'a d'autant plus troublé que la première chose qui s'est passée, c'est qu'on m'a dit d'attendre, de ne pas rentrer immédiatement, et que le président de la République est sorti et resté plusieurs minutes pendant qu'on passait de la publicité, puis pendant qu'on essayait de gagner du temps. Finalement, on m'a fait entrer, j'ai eu un petit duo avec l'animateur Guillaume Alexandre. Non, Guillaume Durand, mon Dieu. Puis le président de la République finalement arrivé, avec une démarche qui n'était pas celle d'un coureur de 100 mètres plat. Bon, puis on a commencé comme ça. Oui. Ça m'a plutôt confirmé dans la volonté d'être courtois. À Jacques Chirac de nous montrer et de nous ouvrir le chemin. Alors qu'à Jacques Chirac, les soutiens font parfois cruellement défaut, Philippe Séguin s'impose. Baryton de la campagne présidentielle, il fait merveille. Il est l'inspirateur des thèmes centraux de la fameuse fracture sociale et du pacte républicain. Cher Jacques Chirac, demain, si comme je l'espère, tu gagnes cette élection, ne te laisse pas voler ton message, ne te laisse pas voler ta victoire, n'oublie pas le pacte républicain.
Pense à ce peuple. Pense à ce peuple qui est de droite tout autant qu'il est de gauche, qui a su s'identifier à un champion rejeté par les états-majors et les cénacles, parce qu'il prenait la peine de le convaincre que la fracture sociale n'était pas fatale, que le courage paye, pour peu qu'il s'allie à la raison et à la continuité d'une démarche. Si tu parviens là où nous voulons t'aider à aller, ce sera parce que les Français t'auront cru quand tu les as appelés à te rejoindre pour rendre vie à cet idéal que nous avons en commun et qui porte ce beau, ce grand nom de République. Chirac est élu. Philippe Séguin n'est pas là où certains auraient aimé qu'il soit. Président de l'Assemblée, il était. Président de l'Assemblée, il reste. Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, avait dit Jacques Chirac, est nommé Premier ministre. Déception pour les partisans de Philippe Séguin. Il pourrait y avoir une rupture entre vous et Jacques Chirac? Vous savez, en politique, tout est toujours possible. Oui. On ne peut pas l'exclure. Bah, tout est toujours possible. Moi, je ne sais pas, moi. La politique, c'est... Enfin, rupture personnelle, non, bien sûr. Moi, j'aurais toujours le même sentiment d'amitié, d'estime pour Jacques Chirac. Maintenant, ce n'est pas parce que j'ai des sentiments d'amitié et d'estime pour Jacques Chirac que cela me conduira forcément à accepter quelque chose qui, à mes yeux, ne serait pas acceptable. On pourra avoir des différences politiques. Bon, je ne sais pas si ça serait une rupture. Enfin, bien sûr. Et alors, en faisant de la science-fiction, tout ça, quel pourrait être un vrai motif de rupture pour vous? Je ne sais pas, laisser venir. J'espère que ça ne viendra pas. Monsieur le Président de la République. Bonjour Philippe. Tous les mardis, les deux hommes se rencontrent. Déjeuner au sommet dont rien ne filtre. Vieux amis, ils commencent par échanger des nouvelles de la famille. Merci de ce que tu as fait pour Claude. L'autre jour, j'étais ravi parce que le gars, là, elle était sur un petit jour, tu vas tomber ça, ramener, tu leur as donné à goûter, à boire, que tu es resté une demi-heure avec eux. Avec les hors-d'œuvre, on aborde les sujets sérieux. Je me demandais si ça ne faisait pas un peu supporter. Ce jour-là, au menu, la Coupe du Monde de football. Finale à Londres, on espère pour la France. Pour l'Italie. On ira ensemble à ce moment-là. Moi, de toute façon, j'y suis. Parce que moi, je suis en voyage officiel lundi et mardi à Londres, et ils ont très gentiment demandé à ce que je vienne la veille pour aller au match. Dis donc, touchons du bois, il faut d'abord passer la Tchéquie. Hein. Ah oui, enfin, interdit de se poser la question. Tu es plutôt optimiste? Normalement, ils doivent passer. Puis, lorsqu'arrive le plat de résistance, on me prie courtoisement de sortir. Plus de caméras. Vont-ils évoquer l'avenir du pays, c'est-à-dire le nôtre, ou leur avenir à eux? On ne le saura pas. Chirac disait de vous, il est séguiniste, quoi. Oh, oui, c'est une façon de dire qu'il a ses idées, oui. Ça vous plaît quand on dit ça? Je ne suis pas certain que ça soit toujours dit pour me faire plaisir. Allez, c'est peut-être de la pudeur, de la délicatesse de la part de ceux qui le disent. Admettons, en faisant l'effort. Et puis il y a une autre rumeur qui circule dans Paris, on dit que Chirac ne vous nommerait pas Premier ministre parce qu'il aurait peur, il n'aurait pas que vous ne le preniez pas au téléphone. C'est vrai, ça? La rumeur, vous l'avez entendue. Oui, j'ai entendu ça, oui. Ça vous fait rire? Sourire, sans plus. Pas aux éclats, quoi, pas sourire aux éclats. Président de la République en 2002, Premier ministre de Jacques Chirac. Comment vous voyez l'avenir, le vôtre? Écoutez, il est clair que dans le jeu politique français tel qu'il est dicté par les institutions, c'est le président de la République qui est le maître du jeu. Le Premier ministre est un chef d'état-major. Il est le chef d'état-major d'un autre. Le Premier ministre, c'est Berthier. Napoléon, il est ailleurs. C'est une façon de me répondre? Oui. Vous ne vous sentez pas chef d'état-major? Il
il y a des situations où il peut être difficile de refuser au chef d'être son chef d'état-major. La circonstance la plus probable pour vous, la plus prévisible, c'est quoi? Je sais qu'il va arriver un jour où le nombre de ceux qui pensent que les évolutions actuelles dans le monde et en Europe ne sont pas idéales va être tel que des réorientations vont pouvoir être envisagées. Great pleasure for me. Welcome, Paris. Plaisir de vous saluer. Ah, vous aussi, c'est la Colombie. Colombie. Ah, ça me fait plaisir de vous saluer. Vraiment plaisir. Quand j'étais maire de Paris, il arrive à la mairie de Paris avec sa grande coiffe de plumes. Ça surprenait toujours. Avec en particulier le fameux serpent à plumes du musée de l'homme. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce jeu de balle, on le retrouve dans tout le Mexique. Oui. Il y a naturellement le symbole phallique. Ah, il y a le symbole phallique. Il y a aussi la possibilité de l'évocation de la montagne, de La la terre possibilité. Le président Séguin doit présider la séance. Au revoir Philippe, merci. Merci Monsieur le Président. Merci mille fois de votre accueil. Ce jour-là, à Troyes, la campagne pour les législatives semblait avoir déjà commencé. Philippe Séguin va attaquer de tous les côtés. À gauche, bien sûr, mais à droite aussi. Philippe Séguin trace sa voie, elle est étroite. Donc en 98, soit vous conduisez le gouvernement, soit vous êtes toujours président de la Commission nationale, soit... Soit je suis rien du tout, c'est aussi une hypothèse à ne pas exclure. Ça durera pas longtemps. Allez savoir. Ce que je sais, c'est que je ferai en sorte, à mon niveau, que tout ce qui peut être débat d'idées soit privilégié. Moi, vous ne m'entendrez pas, même si par ailleurs, j'en pense pas moins, vous ne m'entendrez pas dire tout ça, c'est la faute des socialistes, et puis pointer la ligne, il n'y a rien d'autre à dire. Bon, c'est plus compliqué que ça, les choses. Il serait tellement plus simple pour la gauche que vous fussiez de droite classique. Absolument. Alors donc, ils n'aiment pas, et puis... Et il serait plus simple pour la droite que vous soyez vraiment une espèce c'est ça. De pamphlétaire éternel, de râleur constitutionnel. Voilà. La marge est étroite. Ben oui. Vous aimez ça? Oui, parce qu'elle existe. Lorsque l'on filme Philippe Séguin attentivement, on est intrigué par ce personnage à la fois drôle, grave et mélancolique. Il intervient dans un débat d'idées qu'il trouve appauvri. Il est corseté par ses engagements politiques. Il est à la fois iconoclaste, mais prudent. Trop prudent? Peut-être est-ce là une des clés de cette mélancolie Séguin. La mélancolie, c'est de voir, que mon pays, au fil des années, ressemble de moins en moins à ce que je voudrais qu'il soit, alors que paradoxalement, le degré relatif d'influence que je peux avoir sur les choses a plutôt tendance à s'accroître. Il y a de quoi être mélancolique. Il y a plus j'ai de pouvoir, moins ça change. Enfin, je me rassure en me disant que j'ai peu de pouvoir. Puis, en termes plus généraux, le pouvoir, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est une sorte de lutte constante contre l'impuissance, contre l'inertie, contre tout ce qui ne veut pas bouger ou suivre. Mais pour autant, bon, j'ai pu contribuer à faire évoluer des choses, mais sûrement pas autant que je l'aurais souhaité. Ouais. Alors, entre espérance et mélancolie, Philippe Séguin joue avec le temps. Ce temps qu'il occupe, ce soir-là, dans l'avion qui le ramène à Paris, à faire une réussite. Le hasard est maître du jeu. Bonne carte, mauvaise carte, destin.
enfin un roi. Succès, on verra. Rangez les cartes en attendant une nouvelle partie. Philippe Séguin regarde par le hublot la nuit tombée sur Paris. À propos, quel sera l'avenir de Philippe Séguin ?